Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui avec une enquête un peu plus terre à terre, un sujet un peu plus terre à terre. Donc c'est carrément différent en tout cas de ce que j'ai fait la dernière fois donc sur les HF 200. Et donc cette fois-ci je vais vous parler de Matthias Desmet et du totalitarisme, la création d'un état totalitaire, donc les différentes étapes, etc. Et donc c'est Matthias Desmet, en fait il est belge. Et donc il a commencé sa carrière en tant que statisticien. Il a eu d'abord un diplôme en statistique et il a aussi eu un diplôme en psychologie clinique. Donc en fait il a les deux. En fait il est aussi donc il est professeur de psychologie à l'université de Gand en Belgique. Et donc il a ces deux facettes en fait. Il est à la fois statisticien et à la fois diplômé en professeur en psychologie. Il s'est toujours très intéressé à tout ce qui est ce qu'il appelle la formation des masses en fait. Donc voilà, par rapport à lui, vraiment son parcours a débuté en 2003. Donc en 2003, il a fait une étude et il s'est rendu compte en fait que environ 85% de ce qu'on appelle donc en anglais les academic papers, donc c'est toutes ces études scientifiques, vous savez que vous trouvez les revues spécialisées, etc. en fait. Et donc il s'est rendu compte que 85% des chiffres qui sont donnés dans ces revues sont falsifiés, en fait, trompeurs ou falsifiés en fait. Et pour lui, ça pourrait avoir différentes raisons. Donc soit les méthodes qu'ils auraient utilisées ne pourraient avoir mené qu'à des résultats falsifiés, ou soit par exemple le scientifique voulant à tout prix un résultat déterminé aurait entre guillemets amélioré les chiffres aurait amélioré sa conclusion en gros. Euh, donc voilà. Donc ça a commencé comme ça avec lui en fait. Euh, et donc par rapport à ça, donc, 85% des revues, des articles dans les revues scientifiques, les chiffres étaient trompeurs. Et donc il s'est rendu compte par rapport à ça que malgré cela, même en parlant aux scientifiques, etc., leur expliquant pourquoi ils pensaient cela, en fait, il s'est rendu compte qu'en fait seulement 5% d'entre eux, donc un chiffre très bas, étaient capables d'admettre qu'il avait raison en fait. Et donc il s'est rendu compte déjà à l'époque en fait qu'il y avait quelque chose qui était un peu bizarre en fait. Et c'est pour ça qu'il dit dans, dans ses interviews, en fait, il dit beaucoup, il faut se méfier de ce qu'on dit, entre guillemets, la science, en fait. Tout ce qui est données scientifiques, etc., il faut pas, il faut faire attention. Euh, donc voilà, donc ça c'était en 2003. Et donc quand la crise, donc en 2020, quand ça a commencé, tout ça a commencé avec le corona, en fait, il s'est rendu compte, en fait, direct, que les chiffres qu'il donnait, donc par exemple tous ces chiffres effrayants qu'il donnait, si on ne fait pas de confinement, il y aura un tel nombre de morts, etc. Donc c'était à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, des chiffres vraiment vraiment effrayants. Et en fait, il s'est rendu compte de suite, en fait, que ces chiffres qu'il donnait à la télévision, etc., étaient complètement absurdes. Et lui, il a commencé à en parler. Donc, il avait fait des analyses, il a écrit des articles de presse essayant de démontrer que c'était complètement absurde. Leur narratif était complètement absurde. Les chiffres qu'il donnait étaient complètement absurdes. Et en fait, personne ne l'a écouté. Donc, du coup, il s'est dit, il n'a pas compris. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, ça lui a pris plusieurs mois, en fait. Il a décidé, du coup, parce qu'il s'est rendu compte en fait toutes ces données statistiques qui essayaient enfin, qu'il essayait de montrer aux gens, enfin qu'il utilisait pour montrer aux gens que c'était absurde, et il s'est rendu compte qu'en fait les gens ne l'écoutaient pas et continuaient à suivre ce que le gouvernement leur disait, etc. Et du coup il a décidé au lieu de regarder tout ça d'un point de vue statistique, il a décidé de regarder au niveau psychologique. Et donc ça lui a pris 2-3 mois en fait. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait on avait affaire à ce qu'on appelle à, à une méthodologie de formation de masse en fait. Et la formation de masse, comme j'ai dit ultérieurement, c'est ça qui conduit donc au totalitarisme. Donc c'était une tentative mondiale de prise de pouvoir en gros. Et donc si vous regardez mes autres articles, la finalité c'est le transhumanisme. Je vais pas en reparler, j'en reparlerai ultérieurement, mais il y a aussi de toute manière des articles en fait si vous allez sur mon site internet qui en parlent.
Je ferai des autres vidéos par rapport à ça pour relier le tout. Donc j'ai utilisé une vidéo de une interview de Matthias Desmet avec Tucker Carlson. J'ai pris donc c'était en anglais, donc j'ai pris la transcription, j'ai remis en ordre, j'ai un peu amélioré le texte, etc. Et j'ai traduit en français pour vous. Mais si vous mettez son nom, Matthias Desmet, sur YouTube, vous allez trouver plein d'informations en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses sur lui. Et en fait, toutes les vidéos, en gros, il raconte plus ou moins la même chose. En fait, il répète le processus de la formation des masses. Donc il vous suffit de mettre sur YouTube et trouver une vidéo en français, puis vous aurez sa version en fait. Donc voilà, donc pour lui, pour qu'il y ait une formation des masses, il faut quatre choses. Ça débute par 4 choses en fait. Donc la première chose, c'est que les gens se sentent isolés. Surtout depuis Internet, etc. C'est vrai que récemment, les gens n'ont plus vraiment de vie sociale ni rien. Donc ça, pour lui, ça a débuté comme ça en fait. Le sentiment d'être de plus en plus isolé, déconnecté de leur environnement social, etc. Donc pour lui, c'est la première chose. Et donc ça, le fait de se sentir isolé, c'est suivi par un sentiment que la vie des gens à l'époque, enfin toujours maintenant, mais ça a débuté comme ça, donc les gens ont eu l'impression que leur vie n'avait plus de sens en fin de compte. Donc ils parlent de ce qu'on appelle en anglais les bullshit jobs, donc les boulots en fait qui ne rendent pas les gens heureux en fait. Les gens travaillent juste pour gagner de l'argent et survivre. Ils font plus ce qu'ils aiment par passion, etc. Donc ces deux choses sont plus ou moins liées. Et donc ça a été accéléré aussi avec donc par exemple après la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont commencé à travailler. Vraiment le niveau de vie qui a été de plus en plus difficile en fait pour les gens. Donc ça a accéléré tout ce sentiment en fait vraiment chez les gens. Et donc la troisième chose, c'est ce qu'il appelle l'anxiété flottante. Et donc en fait les gens, comme ils voient plus de sens à leur vie, ils sont dans leur routine, etc. Enfin, ils se sentent déconnectés de leur environnement. Enfin, ils sont un peu dépressifs en fait. Du coup, les gens, il y a toujours dans l'air une sorte d'anxiété flottante. Et donc ça a été un petit peu accentué par les médias. Donc par exemple, si vous regardez les informations, il y a toujours quelqu'un qui meurt, et il y a toujours des choses qui se passent en fait, pour toujours garder les gens dans un sentiment de peur en fait. Et en France aussi, un exemple, c'est toujours, à l'époque, c'était juste avant le 2020, c'était les attentats. Il y avait constamment les attentats, etc., les histoires d'attentats, etc. Donc, ces histoires d'attentats, ça a débuté en 2011. En fait, de toute manière, tout ça a été planifié depuis des années, en fait. Rendre notre vie de plus en plus difficile, etc., pour vraiment nous prendre à notre propre piège en fait. Tout ça, ça a été planifié, je vais le démontrer dans plusieurs vidéos, etc. Mais ça prend du temps, il y a beaucoup de choses à expliquer, etc. Donc pour lui, donc ça c'était la troisième chose. Et la quatrième, c'est l'agressivité en fait. Donc quand les gens ils voient plus de sens à leur vie, comme il y a toujours une anxiété un petit peu dans l'air, etc. Du coup les gens sont agressifs. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi, les gens ne savent pas pourquoi leur vie n'a plus de sens, etc. Ils sont anxieux, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne se sentent pas bien, mais les gens ne savent pas pourquoi. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, en fait, à ce point-là, ce moment-là, que on peut servir aux gens un narratif. Et donc, ce narratif, en fait, ça va permettre d'introduire des mesures totalitaires, en fait. Et donc le narratif, donc en fait, comme les gens ne voient plus de sens à rien, ils sont anxieux, ils ne savent pas pourquoi, il suffit de leur servir un objet d'anxiété en fait. Donc par exemple, dans l'Allemagne nazie, c'était les Juifs. Et avec cet objet d'anxiété, servir une solution toute faite, toute préparée par l'État. Donc pour les Juifs, c'était les camps de concentration, etc. Et avec le corona, ça a été la même chose en fait. D'un coup, ça a été
ce virus mortel, cette pandémie qui arrivait soudainement. Et la solution, c'était toutes les mesures, donc les confinements, etc. Et les gens, d'un coup, ils se sont retrouvés connectés à eux, entre eux. Donc, comme d'un coup, il y avait ce terrible virus, d'un coup, il y a eu une nouvelle vague de sentiments, comment on dit, de solidarité, etc. en fait. Mais pour Matthias Desmet, il faut faire attention parce que c'est pas une dans ces cas-là, en fait, c'est pas une solidarité pour l'être humain, pour l'individu, c'est une solidarité pour le collectif. Et derrière le collectif, c'est l'État, les élites, etc. Et donc, il faut bien faire la différence, en fait. La solidarité à l'être humain et la solidarité envers le collectif, envers l'État. Et donc, pour lui, dans un processus de totalitarisme, c'est une solidarité envers le collectif. Et donc, c'est pour ça que vous avez, en fait, tout ce qui se faisait à l'époque, en reprenant l'exemple du corona, eux, c'était pour le bien commun, pour la cause commune. Et les gens ont complètement avalé l'histoire, en fait. Et, enfin, moi, j'étais la première à avaler l'histoire. Je vous raconterai un petit peu après. Et donc, c'est quand c'est vraiment dangereux. Donc, les gens, en fait, donc il prend l'exemple. Par exemple, pendant le corona, c'était interdit d'aller visiter sa famille dans les maisons de retraite, etc. En fait, pour la cause commune. Et c'est quand les gens c'est à ce stade que les gens commencent à perdre leur humanité, en fait. Parce qu'ils vont se détourner de certaines personnes, de certains groupes, etc. pour la cause commune. Par exemple aussi, les gens qui sont totalement... Donc c'est comme une hypnose, en fait, de masse. Et ça a été fait à travers de toute la propagande qui a été faite en amont pendant des années. Et ensuite, via les médias, en fait. Donc ça a été graduel. Et d'un coup, quand ils ont senti que la population était prête, ça a été pam, ils ont sorti le virus, en fait. Donc voilà, et c'est quand, comme j'ai dit, c'est quand ça devient vraiment dangereux parce que les gens se détournent d'eux-mêmes. Donc il prend l'exemple d'une femme en Iran, en fait, je crois que c'est en 1976. L'interview est sur internet, mais je crois que c'est en flamand ou en... Enfin, je sais pas en quelle langue c'est, en fait. Du coup, donc cette femme en Iran, en fait, c'est un exemple de femme, en fait. Elle a dénoncé son fils à l'État. Et son fils a été assassiné, donc ils l'ont pendu. Et elle a aidé à mettre la corde autour du cou de son fils, en fait. Et après ça, elle s'est proclamée être une héroïne, etc. Donc ce genre de comportement, non seulement ça rend les gens agressifs, en fait, ils se détournent, ils perdent leur humanité, ils se détournent de leur famille, etc. Et en fait, du coup, ça crée des choses vraiment terribles. En fait, les gens arrivent à un point où ils font des choses terribles. Et si vous pensez bien à l'époque, les gens étaient prêts à tout, en fait, à cause de ce virus, en fait. Les gens, ils réfléchissaient plus, ils étaient vraiment sous l'hypnose constante. Donc, je vais prendre mon exemple. Donc, pendant le confinement, enfin, pendant la crise 2020, en fait, je travaillais dans un supermarché. Et j'étais une des premières Enfin, j'ai vraiment avalé l'histoire, en fait. Enfin, j'étais vraiment... À l'époque, avant que le corona soit déclaré, etc., je me levais le matin, la première chose que je faisais, c'était mettre ma télé, mettre les news, Sky News, en fait. J'étais vraiment sous hypnose et je vivais dans une peur constante, en fait. Enfin, dès que j'allumais la télé, c'était pour regarder Sky News. Et du coup, donc quand ils ont lancé la crise, etc., donc moi j'y ai cru, et beaucoup de gens de toute manière après ils se sont rendus compte, mais beaucoup de gens y ont cru. Et j'ai été une des premières, comme je travaillais au supermarché, à mettre mon masque. Donc en mars-avril, je mettais déjà mon masque, en fait, avant que ce soit obligatoire ou quoi que ce soit. Et quand le masque a été obligatoire en Écosse, j'étais vraiment... ceux qui ne mettaient pas leur masque, j'étais vraiment méchante. Je me retournais contre eux, en fait. Et donc c'est à tel point, je l'ai senti, en fait, enfin... Quand on sort de l'hypnose, on se rend compte, en fait, à quel point on était... Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte. Et à l'heure actuelle, je me rends compte, en fait, à quel point j'étais méchante et agressive avec les gens, en fait. Et donc, ça en arrive là.
Donc voilà, donc Matthias Desmet, il dit en fait, donc pour que leur propagande marche, il faut que 20 à 30% de la population croit fermement dans le narratif, dans le récit. Et ensuite, les autres 60-65%, c'est un peu le pourcentage des gens qui sont entre les deux et les gens en fait qui réfléchissent pas et qui vont, quoi qu'il arrive, ils vont tout le temps suivre le groupe le plus important. Donc, pendant le corona, ils ont suivi le narratif du gouvernement, etc. Mais si ça aurait été dans l'autre sens, ils auraient suivi l'autre groupe. En fait, ils suivent tout le temps le groupe qui a la plus grosse, la plus importante, le pouvoir le plus important, la voix la plus importante. Et donc, les 5 autres pourcents, ce sont les dissidents, ce sont les gens qui parlent. Et il dit en fait, parler, ça va pas réveiller les gens. Vous allez peut-être réveiller une ou deux personnes, peut-être, mais ça va pas réveiller les masses. Mais ça va plus ou moins les sortir de temps en temps de leur hypnose en fait. Donc continue à parler. Il dit qu'il faut parler d'une manière calme et réfléchie, etc. Il faut jamais perdre, il faut jamais devenir agressif avec eux. Mais continue à parler, c'est important parce que ça va plus ou moins ralentir l'hypnose en fait et ralentir le mouvement de totalitarisme. Donc voilà, donc pour lui, donc au niveau pourcentage, c'est ce qu'il dit. Et je pense la dernière chose que je peux dire, donc c'est il a pris l'exemple en fait. Donc je vous ai parlé des gens qui perdaient leur humanité. Il a pris l'exemple des goulags et des camps de concentration. Donc je sais pas si vous connaissez Primo Levi. J'ai étudié Primo Levi pour mon bac. J'avais fait un bac L. Je crois que c'était en 2003, quelque chose comme ça. Enfin bon. Et donc au bac L, c'était Primo Levi le livre Et si c'était un homme, et si c'était un homme ou si c'était un homme. Et en fait, donc c'est un survivant de Auschwitz, j'arrive plus à le dire. Et donc du coup voilà, donc il prend l'exemple des camps de concentration, goulag, etc. Et il dit en fait que quoi qu'il se passe, en général, dans ces cas-là, donc vraiment dans les cas extrêmes, ce sont les gens qui ne perdent pas de vue leur humanité qui survivent en fait. Parce qu'en fait, si vous perdez votre humanité, vous devenez fou. Vous tombez vraiment dans une dépression profonde, etc. Et vous devenez complètement fou. Mais si vous arrivez quand même à garder votre humanité et parler aux gens, continuer à faire des petits gestes vraiment qui vont vous permettre de garder votre humanité, c'est là qu'en fait vous allez vous en sortir, que vous avez la plus grande chance pour vous en sortir. Donc voilà, donc je ne sais pas si j'ai tout dit par rapport à Matthias Desmet. Je pense que oui. De toute manière, je pense que je vais faire d'autres vidéos en fait parce qu'en fait, il a dit tellement de choses dans son interview avec Tucker Carlson que là déjà la vidéo elle va faire quasiment 20 minutes. C'est impossible de tout dire d'un coup en fait. Donc je vais reprendre quelques points. Il a parlé aussi d'Hannah Arendt et du transhumanisme, etc. Donc voilà. Enfin, j'essaierai de refaire quelques points plus tard. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.